fait, je n'ai pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant de prendre la parole. Et donc, en tant que présentateur avec Michel Audouy de la journée, je vais commencer en remerciant. Alors, ça a déjà été fait plusieurs fois, mais moi, j'en ai pas eu l'opportunité, donc je souhaite le faire. Et je vais commencer par remercier les personnes qui ont rendu possible ces journées, et entre autres mes collègues, que ce soit Jean-Pierre Le Dantec, Caria Santini et Michel Audouy. Je souhaite aussi remercier évidemment la ville de Paris qui nous a gentiment prêté cet amphithéâtre, mais également tous les intervenants dont certains sont venus de très loin et ils ont fait un réel effort pour être parmi nous aujourd'hui. Je souhaite aussi, moi, remercier Didier Mandreau qui n'a pas ménagé lui aussi ses efforts pour être là tôt le matin, pour nous aider à mettre en place ces journées. Je remercie aussi, moi, les étudiants qui se sont levés, qui nous aident et qui sont un apport essentiel. Je remercierai aussi le ministère de la Culture et les différents laboratoires qui soutiennent ces journées, que ce soit le laboratoire du LAREP, de l'École du paysage de Versailles, ou notre laboratoire AMP de l'École d'architecture de Paris-la-Villette. Alors, cette troisième journée du colloque va aborder l'héritage du paysage urbain, l'aider par Alphand et ses collaborateurs en regard des transformations actuelles et à venir de Paris intramuros, mais aussi par rapport à la mise en place du Grand Paris. Le sujet est vaste, il invite à des débats. Au niveau théorique, le contenu des interventions de cette journée devrait nous conduire à réinterroger les termes du titre de ce colloque et plus précisément l'évolution du paysage urbain parisien suite aux modifications des rapports entre les espaces bâtis et les espaces ouverts, suite à la transformation du sens de la notion de nature à travers les décennies, suite au renouvellement des espaces publics et l'engagement des citoyens, ou encore suite à l'entrecroisement des échelles de réflexion et à la modification des relations entre la capitale et ses banlieues, particulièrement dans l'essor et la gestation du Grand Paris. Concernant la ville de Paris, le contenu de ces interventions devrait également nous questionner tant sur la pertinence, mais aussi sur les limites de cet héritage par rapport à certains impératifs actuels. Par exemple, celui du plan climat adopté en 2007, puis actualisé en 2012, ou le plan biodiversité adopté en 2011, tel que le développement de corridors écologiques, on en parlera cet après-midi, le renforcement de la végétation pour lutter contre les îlots de chaleur, avec la transformation aussi du bâti. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Michel Audouy, qui va donc nous présenter l'organisation de la journée, avec ce matin déjà 4 intervenants. Alors bonjour à tous. Troisième journée donc de ce colloque de Paris au Grand Paris. La question du Grand Paris s'était posée à l'époque d'Alphand et elle s'est reposée à nouveau au début du XXe siècle. On l'a vu hier. Sans être résolue. Elle se repose à nouveau aujourd'hui. Ce matin, dans cette première partie de la matinée, nous accueillons 2 spécialistes et aussi 2 acteurs du Grand Paris. D'abord Antoine Grandbach, architecte, urbaniste, membre du conseil scientifique de l'Atelier international du Grand Paris. Qu'est-ce qu'une métropole aujourd'hui? Et puis nous accueillerons Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur, historien, directeur de l'Atelier du Grand Paris, de 2010 à 2013, sur la genèse et l'histoire du Grand Paris. Donc j'accueille Antoine Grandbach. Bonjour. Écoutez, le titre de cette conférence qui avait été un peu choisi par les organisateurs, que je n'avais pas compris. Le titre de cette conférence, auquel je n'avais eu aucune objection quand on me l'avait donné, mais le temps passe depuis le moment où je choisis un terme. Aujourd'hui, je ne referai pas le même titre, parce que je veux dire que, pour moi, aujourd'hui, la métropole, qu'est-ce qu'une métropole aujourd'hui? Je veux dire, la métropole aujourd'hui, elle est là. La métropole de demain, la métropole du Grand Paris, la métropole du Grand Shanghai, de Manille, elles sont là.
on est confronté à une réalité très, très concrète et d'une étendue, et il s'agit simplement de commencer à comprendre et de voir comment on arrive à travailler avec cette entité. Donc j'ai un peu modifié mon fusil d'épaule. Nous terminerons bien sûr la deuxième partie par les projets sur la métropole du Grand Paris et mon travail, ainsi que celle que j'ai faite pour le Grand Moscou, c'est-à-dire deux travails à très grande échelle qui illustrent un peu la façon dont on peut aujourd'hui aborder ces questions. Mais ce que je souhaiterais un peu faire au début, c'est simplement vous raconter comment je suis arrivé d'abord à être un fanatique d'Alphand et comment je suis passé de ce travail sur l'espace public. Et depuis 1967, c'est-à-dire l'année de mon diplôme, où paradoxalement, dans l'histoire des Beaux-Arts, ça ne s'était jamais vu, j'ai proposé comme diplôme une série de travail sur l'espace public, et il y avait un des petits croquis qui était dans le dossier qu'on remettait à côté de 6 planches, mais 6 planches sur l'espace public en 1967, ça ne s'était jamais vu à l'école des Beaux-Arts. Et cette idée de station-service de la vie quotidienne, je la prolonge et je la mets en place d'une façon générale. Et aujourd'hui, c'est devenu une des choses que chacun d'entre nous est amené à considérer. Mais bien sûr, j'avais été en contact avec les promenades de Paris d'Alphand dès mon intérêt sur l'espace public et même au moment de mon diplôme en 67. Et Bernard Huet, oui, c'est ça, c'est en 1976, j'ai passé mon diplôme en 67, après que j'ai travaillé beaucoup pour le ministère des Affaires culturelles sur la protection et la mise en valeur des squares dans le cadre du poste de Paris. Pourquoi ? Parce que les squares parisiens, ainsi que les villas parisiennes, cet exemple extraordinaire d'articulation de logement et de nature, étaient menacés par les constructions des promoteurs autour que ce soit des villas ou dans les villas et autour des squares, et il fallait régler le système de contrôle de l'espace autour des squares. Et donc j'ai été amené à travailler sur l'ensemble des squares parisiens, et Bernard Huet m'a demandé d'écrire un grand article d'une dizaine de pages où j'ai réalisé cette planche de comparer tous les espaces à la même échelle, et qui est un truc, c'est d'ailleurs assez amusant parce que ça se déplie dans la revue, enfin bon, et c'était un très beau Bernard Huet était un grand architecte urbaniste et un très bon directeur de l'Archi d'aujourd'hui, et il m'a vraiment mis. J'ai eu la chance d'acheter les promenades de Paris, qui sont devenus mon livre de chevet pendant très très longtemps, et le premier travail que j'ai eu à faire en sortant de l'école, et j'avais appelé mon ami Christian de Porzampar à me donner un coup de main, ça a été puisque j'avais fait un diplôme sur l'espace public, ça a été de réaliser, c'était formidable, je sortais de l'école, c'était en 68, enfin et je démarrais d'ailleurs d'enseigner immédiatement à UP6, mais j'étais chargé de faire tous les espaces publics de la liaison organique de la Marne-la-Vallée, et donc de fabriquer toute une série de squares et d'espaces. Et bien sûr, le travail sur cette grande échelle d'espaces publics, on était sur des terrains où je marchais avec des bottes pour tracer le tracé des voies. Enfin, il y avait Michel Macary, qui était l'urbaniste du secteur, qui avait déjà fait des premières études. Et moi, j'étais en tant que professionnel à l'extérieur, j'avais un contrat, je n'étais pas fonctionnaire de l'État. Et donc, on a tracé les plans d'eau, le système des voies, et on a réalisé. Mais bien sûr, étant donné qu'il fallait que je raconte une histoire, j'ai raconté l'histoire que le tracé que je faisais était un tracé qui retrouvait les traces d'une ville qui aurait existé avant la ville nouvelle, qui étaient des traces romaines. Et donc, on a travaillé sur des fausses ruines sur l'ensemble, sauf des fausses ruines sans aucun élément iconique postmoderne, simplement des endroits étranges. Et ces endroits étranges, on peut encore les faire. Et le plus beau
le plus beau, la plus belle chose que j'ai entendue. J'étais jeune architecte. C'est une vieille dame qui passait sur la digue qu'on a été amené à construire entre ces deux plans d'eau. Et elle est là, je suis sur le chantier, il est à peu près terminé et tout. Les plans d'eau sont à peine mis en eau. Et elle dit: ah, ça fait 30 ans que j'habite là, j'avais jamais vu qu'il y avait un truc aussi magnifique à cet endroit-là. En fait, voilà, vous l'avez ici. Bon, pourquoi ? Parce que c'était réalisé tout en meulière et en céramique. Ça avait un caractère archaïque, mais ça n'avait aucun caractère particulier. Et à la suite de quoi, Christian de Porzampar a été choisi pour faire ce que vous connaissez sans doute, le château d'eau végétal à cet endroit-là. C'est lui qui s'en est occupé, c'est lui... oui, et donc il a fait le grand château d'eau végétal où il n'y a pas beaucoup de végétation qui a poussé dessus. L'espace public haussmannien, et comme vous le savez, le quartier le 17e arrondissement avec était le laboratoire de l'ensemble du Grand Paris. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup quand on regarde ces images, c'est que, d'abord, on voit que l'intégration du chemin de fer des frères Pereire, c'est aujourd'hui devenu ce boulevard planté. Il était déjà un peu planté, mais il a été refait. Il est aujourd'hui avec des équipements sportifs qui sont construits sur le. Et donc l'intégration d'un système, le jeu des places, des différentes places, et la place Malesherbes, l'organisation des îlots, leur décomposition, le parcellaire, tout ça est une leçon de fabrication. Et ce qui me faisait retenir et de travailler beaucoup dans tout mon travail sur la ville, c'était que c'était le vide qui était construit. Le vide avait été construit, mais un vide aussi où il n'y avait pas simplement du vide, il y avait aussi les parois de ce vide avec les cahiers des charges très rigoureux donnés pour les balcons au 2e, balcons au 5e, et tout ce que vous connaissez par cœur, qui faisait que j'ai appris à travailler sur le vide et à construire le vide, et tout mon travail dans tous les projets d'urbanisme que j'ai toujours fait, parce que je pense que le vide, c'est aussi l'espace de la démocratie, c'est-à-dire c'est l'espace où on ne met jamais en question l'appartenance au public, à la collectivité de ce vide depuis l'Antiquité. Même les villes en damier ou la ville sédimentaire, il y a toujours eu ce respect du vide. Et donc, le vide, c'est l'apprentissage de la démocratie, et c'est ça qui va évoluer de très peu. Quand vous étudiez l'histoire des villes, c'est très peu de modifications sur l'espace public, c'est sur le système des rues, sur le système des places, sur le système des grands équipements publics. C'est très compliqué de pouvoir les réinsérer dans d'autres systèmes de transformation. On peut en supprimer quelques-uns. Mais qu'est-ce qui m'intéresse aussi dans cette image, c'est qu'on voit la question des maréchaux, et la question de comment les typologies d'îlots qui vont commencer à intégrer, comme vous le voyez, des systèmes d'espace. Pardon. On voit intégrer un changement quand même, c'est-à-dire que tout d'un coup là déjà l'espace des rues continue, mais il est moins évidemment structuré qu'il n'est à l'intérieur du tissu. Et puis on passe dans une des banlieues, c'est le Valois-Neuilly, et puis ensuite la génération des bars, des tours, avec, comme on va le voir, la fin de l'espace public. Et pourtant, la fin de l'espace public, c'est qu'il s'est aussi complexifié en souterrain. Et je suis très intéressé, j'ai toujours été intéressé sur la question de l'espace public métropolitain, qui est celui de l'espace annexe aux stations. Comme vous le verrez, j'ai eu la chance de travailler sur cette question dans plusieurs grands projets, et j'aime beaucoup toute cette série d'images. Je ne sais pas si vous la connaissez, il y en a sur tous les grands lieux parisiens souterrains qui racontent l'organisation du sous-sol sous la ville d'Asmans. C'est-à-dire que globalement, en travaillant sur l'espace public, en travaillant sur le vide, en travaillant sur remplissage, en essayant de comprendre, j'ai été amené à faire
énormément de travaux pour le ministère de l'Environnement et du cadre de vie dans ce que j'appelle le démontage les démontages de la ville. Je vous ai parlé de celui pour les parcs et jardins, mais un qui m'avait vraiment passionné et qui me passionne encore, c'était l'analyse du démontage de la partie de la ville, le prolongement du boulevard du boulevard Sébastopol par le boulevard de Strasbourg entre les Portes Saint-Denis, Porte Saint-Martin et la gare de l'Est. C'était pour moi la question était de protection et de mise en valeur d'un territoire qui n'avait aucune. C'était pas du tout le Marais, c'était pas du tout. Il n'y avait pas de monument extraordinaire, mais il y avait un enchevêtrement. Et j'ai fait toute l'analyse du démontage et de la formation à travers l'histoire, d'essayer de comprendre comment c'était fabriqué depuis le parcellaire agricole jusqu'à le développement des deux grandes rues qui étaient Saint-Martin et Saint-Denis et la création haussmannienne avec l'élargissement. Et pourquoi là encore, la démonstration de l'intelligence haussmannienne, puisque évidemment les rues Saint-Denis et Saint-Martin, qui étaient les deux plus grandes rues parisiennes nord-sud de Paris, eh bien, on n'y a pas touché. Haussmann n'y a pas touché. Et il a mis le tracé général du boulevard, qui avait été commencé déjà un peu avant lui. Le boulevard de Strasbourg avait été commencé avant Haussmann. Il l'a poursuivi. Simplement, la gare est arrivée. Et il a mis le tracé était fait sur les jardins à l'intérieur des parcelles qui étaient déjà bâties le long des rues. Donc, encore une fois, pas de destruction de la ville, mais une subtilité dans l'installation d'un espace public dans une ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'y reviendrai encore tout à l'heure, pour moi, ce qui qualifie l'espace urbain de la centralité de l'histoire des villes jusqu'au XIXe siècle, c'est leur capacité à être des espaces sédimentaires, des espaces d'accumulation, de transformation, toutes les figures mineures de la rhétorique de la composition, c'est-à-dire addition, substitution, transformation, inversement, retournement, toutes ces figures sont au travail pour fabriquer la ville. C'est-à-dire qu'une ville nouvelle, ce n'est pas une ville pour moi. Et une ville achevée est une ville morte. Ce qui caractérise la ville, c'est sa capacité à se transformer. Et le mécanisme traditionnel de l'espace public, inaliénable et de l'ensemble des systèmes de parcellaires avec sa capacité de recomposition foncière est le mécanisme de fabrication de la ville traditionnelle qui, comme on le voit, s'est disparu. Donc on a fait toutes ces séries d'analyses et d'organisations parcelle par parcelle pour comprendre un peu le fonctionnement et pour la classification. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, la question est: qu'est-ce que c'est que l'espace public métropolitain? Et c'est toute la question, à travers tout le travail que je fais sur les grandes métropoles, on va le voir tout à l'heure, mais c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que l'espace métropolitain? J'adore cette phrase du philosophe Henri Bergson: le désordre est simplement un ordre que nous ne sommes pas capables de reconnaître. Évidemment, le problème de l'espace public métropolitain, c'est que le système général dans lequel s'est développée la banlieue. Là, je prends cette image aérienne parce que tout le monde sait exactement de quoi il s'agit. On voit le canal, on voit le Stade de France, on voit la vieille ville de Saint-Denis avec la cathédrale et avec la basilique, je veux dire, et avec le parc. Et puis on voit ces tissus urbains qui n'ont plus rien à voir qui n'ont plus rien à voir avec les tissus urbains. Qu'est-ce que c'est que l'espace public métropolitain? Et ça n'est certainement pas des rues et des places et un système de vide. Pourquoi est-ce que quand on regarde, on se rapproche et qu'on voit la composition de ce tissu urbain qu'on trouve dans toutes les grandes villes, dans tout le monde, qui est la banlieue et qui, en allant plus loin, devient de plus en plus une articulation entre de l'habitat individuel, un rapport avec la nature différent, une place de l'agriculture dans la ville. Enfin, on va le voir. Mais là, ici, vous avez ces images, pour moi, qui m'interpellent. Qu'est-ce que c'est que l'espace public à l'intérieur de ça? C'est vrai que on a d'une part cette mixité de typologies qui s'articulent les unes aux autres. On a des espaces totalement ouverts à des redéfinitions à l'intérieur des parcellaires. Les percements sont là, mais je veux dire
C'est-à-dire qu'on voit très bien que, par exemple, ici, vous avez une rue en cul-de-sac qui va desservir des énormes parcelles complètement. Puis on voit juste à côté un autre système d'espace public, mais quand même public semi-privé. Puis tout d'un coup, arrive un endroit, et puis on voit ces trous. On voit... Et qu'est-ce que c'est que l'espace public métropolitain? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le vide qui va tenir la vie quotidienne ensemble? Parce que c'est là où il y a l'apprentissage de la démocratie. La fin de l'espace public traditionnel des rues, des places, des villes sédimentaires que nous connaissons bien, c'est aussi pour moi quelque part la fin de quelque chose qui est inscrit dans l'espace pour fabriquer du vivre ensemble. Et l'autre chose aussi, c'est que dès qu'on est dans cette banlieue que vous avez vue, et dans ces territoires, et plus on s'éloigne, plus là on est déjà un peu plus loin, on est à Survilliers, c'est un peu plus loin, etc. C'est l'arrivée aussi de ces coexistences pas très pacifiques entre des territoires de maisons individuelles, de banlieues dans lesquelles on ne sait pas très bien, il n'est pas question de repasser avec une vision de l'espace public traditionnel, et des énormes entités logistiques qui sont nécessaires à l'intérieur des métropoles. Ça, c'est un objet métropolitain. Comme vous le savez, tout l'Est parisien est rempli de cette échelle, parce qu'il en faut pour la logistique parisienne. Et bien sûr aussi le long du fleuve et le long des voies ferroviaires, enfin et puis bien sûr aussi ces organisations. Voilà le genre de tissu urbain sur lequel je réfléchis quand je pense à la métropole. La métropole, c'est ça. Là, je peux vous dire où c'est pas grave, tout le monde ne peut pas le reconnaître, mais c'est quoi? C'est les quartiers nord de Marseille, où j'ai été amené à travailler sur l'ensemble des quartiers nord de Marseille, à la limite des collines et à l'endroit où ce que ne dit pas ah oui, il y a un écho. Ce que ne dit pas ce document, c'est qu'il y a la topographie qui commence à faire, mais vous allez le voir après. Mais rien que là, ici, je pense qu'on est sans voix quand on dit mais qu'est-ce que c'est que l'espace public? Qu'est-ce qui tient ensemble la vie des gens comme peut le tenir une rue, une place, etc. Il y a aussi grande diversité, aussi grande discontinuité qui sont la conséquence du mouvement moderne, qui sont la conséquence du développement des grands ensembles de maisons individuelles, qui sont aujourd'hui incontournables. Je veux dire, quand les gens disent arrêtez, mais on n'arrête pas une ville. Une ville, comme je vais vous le dire, une métropole, c'est quelque chose en inachèvement perpétuel, et qu'il n'y a pas de moment où on peut arrêter. On a toujours essayé d'arrêter l'urbanisation diffuse. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter, et c'est normal. Donc on est dans un mécanisme de transformation, de substitution, et cela fait que je me suis mis à travailler sur comment arriver à construire la structure de l'espace public pour dire la structure de l'espace public métropolitain. D'abord, il faut commencer par faire l'histoire de la formation. L'histoire de la formation, c'est de comprendre comment... Vous voyez tout de suite, c'est pas la peine de vous le dire, en rouge, c'est quoi? C'est l'autoroute, ce sont les grandes opérations urbaines, et vous voyez en bleu les chemins ruraux tels qu'ils existaient traditionnellement. Et puis en blanc, les chemins qui sont devenus un peu plus aménagés au XIXe siècle. Et puis en jaune, les grands espaces ferroviaires existants. Et bien sûr, je ne sais pas appuyer avec ça. Et bien sûr, ça, voilà, c'est le même cadrage, hein, si vous laissez. Ça, c'est le même cadrage que ça. Vous voyez, par exemple, ici, pour vous repérer, par exemple, là, ici, c'est un centre commercial. Donc, vous voyez une parcelle, tout d'un coup, absolument gigantesque, vous trouvez. Et bon, c'est dans les quartiers nord, c'est effectivement le grand centre commercial que vous avez ici, qui est là. Vous voyez l'échelle. Donc, je veux dire, comment fabriquer un espace public qui
qui continuent à exister dans des noyaux urbains. En voilà un qui persiste. Et évidemment, on s'aperçoit que dès qu'il y a des grands ensembles et de l'habitat nouveau autour de centres existants et un peu historiques, on a une convivialité, il y a une petite place et tout. Mais il est impossible de considérer qu'on va pouvoir retravailler. Et donc, il faut se poser la question de l'espace public métropolitain et ce question aussi de dire que l'un des paradigmes des grandes métropoles, c'est leur inachèvement, c'est leur inachèvement perpétuel. Donc, à partir de tous ces travaux et de ces différents, je me suis dit, mais bon, évidemment, je voudrais trouver la clé de ce que peut être l'espace public métropolitain. Et pour y arriver, je me suis dit, je dois comprendre qu'est-ce que c'est que la forme des métropoles, quelle est leur forme avec leur discontinuité, leur rupture, leurs contradictions, les quartiers ségrégés par les autoroutes, les quartiers ségrégés par les voies ferrées, par toutes les infrastructures de transport qui sont, je dirais, sans un rapport direct avec le territoire. Et je me suis dit, il faut se poser la question de la forme des métropoles. Parce qu'une forme, d'abord, s'il n'y a pas une forme que l'on peut se penser, une forme qui peut se transmettre, eh bien, on n'arrivera pas à construire l'espace public ou les éléments de l'espace public. Et donc, j'ai abordé cela en me disant, une forme sans limite, est-ce que c'est pensable ? Et pour ceci, pour se poser la question d'une forme sans limite, j'ai fait appel à une vingtaine de scientifiques, depuis des mathématiciens, des biologistes, des chimistes, aussi des artistes, aussi d'autres paysagistes, et de faire un travail collectif sur la question de comment penser une forme sans limite. Car pour moi, les métropoles sont des formes sans limite. Et donc cette idée de travailler à cette échelle, je me suis aperçu que si vous regardez en mathématiques aujourd'hui, si vous voulez, la logique mathématique n'est plus sur des ensembles bien définis, c'est-à-dire que toute la pensée scientifique du XIXe siècle est totalement obsolète aujourd'hui d'un point de vue scientifique, puisque que ce soit pour le sida ou que ce soit pour la météorologie, les outils dont on dispose sont des outils qui prennent en compte quelque chose en mouvement perpétuel, où on n'arrive pas à figer une forme à un moment donné, parce que ça bouge tout seul. La météorologie ou le sida, et où est l'origine des choses et où est la fin? Est-ce que le sida, c'est en travaillant sur les scientifiques qui travaillent sur la façon de trouver un vaccin ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est dans qu'est-ce que c'est que le rapport amoureux libre et total, et d'où c'est des ensembles aux limites énormes et flous et évoluants en permanence. Et donc j'ai été conforté après ce grand travail, et aussi par rapport à un travail concret que j'ai pu faire sur la question de la possibilité de penser une forme sans limite. Évidemment, je me suis intéressé beaucoup aux grandes urbanisations mondiales de plus de 10 millions d'habitants. Et comme vous le voyez, qu'en 2025, on aura 37 villes de plus de 10 millions d'habitants. Et Paris, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien les trucs, mais enfin, Paris est là, elle est toute petite, elle est dans les 11 millions d'habitants, et vous avez ici 36 millions d'habitants à Tokyo, et vous avez toute la gamme des villes de plus de 10 millions d'habitants. Je me suis dit, comment penser ces grands territoires, comment créer une représentation partagée, et quel est l'espace public de ces grands territoires? Est-ce qu'il y a un espace public? C'est bien sûr, on part de l'idée que ce sont des systèmes en inachèvement perpétuel, sans forme bien définie, et il y a pourtant des espaces à créer pour que les gens possèdent une représentation des territoires dans lesquels ils habitent. Alors, c'est vrai que, voilà, un document fait par, je ne sais plus lequel, c'est la Banque mondiale ou je ne sais pas quoi, qui analyse les croissances des tâches urbaines, des tâches comme celle que je vais vous montrer tout à l'heure, la tâche considérée comme la ville dense dans l'urbanisation, vous allez voir la tâche de Paris tout à l'heure. Simplement, la constatation strictement géographique échappe
totalement à l'idée de mais qu'est-ce que c'est que l'espace public à l'intérieur de ces territoires, et puis qu'est-ce que ça veut dire de regarder ces formes si on ne les regarde pas comme les biologistes. Ma mère était biologiste, j'ai passé mon enfance dans les laboratoires à l'Institut Pasteur à regarder au microscope des trucs bizarres qui bougeaient, ça s'appelait des bacilles, et comment ça se passait et tout. Donc, je veux dire, des choses que l'esprit scientifique et le positivisme fait, ce qui m'amène à penser qu'il n'y a pas de planification possible dans les termes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, où on se dit on va faire un plan et on va achever le plan. Parce qu'un plan achevé, une ville achevée, je le répète, et c'est un de mes leitmotifs, c'est une ville morte. Donc cette réflexion qui m'intéresse sur les grandes formes métropolitaines fait que finalement, eh bien, c'est paradoxal, mais j'aime dire que les grandes métropoles sont toutes les mêmes, mais elles sont toutes différentes. Et c'est ce passage de l'identité et de la différence, identité-différence, qui est quand même un des marqueurs du travail que l'on doit se poser quand on fait une métropole. Une métropole, et à cette dimension d'intertextualité, elle renvoie toujours aux autres métropoles. Toutes les métropoles se renvoient les unes aux autres, et en même temps, toutes les métropoles sont irréductibles les unes aux autres. Qu'est-ce qui peut fabriquer le corpus général à l'intérieur de l'ère métropolitaine pour qu'il y ait la possibilité de comprendre ceci? Et c'est bon que ce soit dans les extensions de Sao Paulo. Bon, voilà, ça c'est des photos d'un travail que j'ai fait sans pouvoir aller partout, mais grâce à Google, sur les limites métropolitaines. Comment sont les limites? Or, vous voyez que ces limites, là, ici, on est dans un système où il y a de l'urbanisation pratiquement, de l'urbanisation presque de bidonville, des opérations urbaines. Avec les élèves de Sciences Po qui ont travaillé avec moi sur la question justement des limites dans les grandes métropoles mondiales, on est arrivé à la conclusion que les limites étaient le lieu par où se crée la plus grande plus-value. Et ça s'explique très bien, car le foncier est très, très bon marché. On a fait en général passer des infrastructures. Et voilà, dans la banlieue de Mexico, on fait passer des infrastructures. Et évidemment, les bidonvilles s'installent d'abord près des infrastructures. On retrouve comme ça des caractères classiques dans toutes les grandes métropoles du monde, et particulièrement, évidemment, ici on est à Manille, on est à la limite de la ville, c'est l'équivalent des zones comme celles que je vous montrais tout à l'heure, des zones de logistique et des zones d'atelier. On n'a aucun outil pour pouvoir fabriquer une conscience de l'espace. On doit trouver des éléments d'une autre échelle pour fabriquer le vide remplant. Donc le travail pour pouvoir construire la métropole d'aujourd'hui, à partir de ce qu'elle est, et non pas par rapport à une idée qu'on se ferait d'un projet auquel il faudrait arriver, de ce qu'elle est, c'est de faire d'abord, comme le dit très bien Walter Benjamin, c'est de savoir lire le réel comme un texte. C'est donc, en fait, de pouvoir créer une représentation partagée à partir d'une complexité. Et j'aime à dire comment faire aimer les métropoles. Ce que j'aimerais, c'est faire aimer les métropoles pour ce qu'elles ont d'inachèvement, d'informe et d'inquiétude, d'étrangeté. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, la persistance des villes et des métropoles réside dans leur capacité à se transformer. Donc c'est armé de tout ça que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des grandes problématiques urbaines. Deux grandes problématiques urbaines sur le transport. Vous allez voir pourquoi je vous parle du transport. C'est le tramway à Paris. Et bien sûr, c'est que j'ai fait le première partie, j'ai fait le cahier des charges de l'ensemble de la ligne, et j'ai fait aussi la deuxième partie jusqu'à la porte des Lilas, et ensuite il y a d'autres maîtres d'œuvre qui sont partis. Mais je veux dire, j'ai fondé et j'ai perçu déjà comment le transport était un élément de transformation de l'espace public et de requalification de l'espace public. Et puis la complexité du sous-sol et la complexité des intermodalités avec la gare, la salle l'ensemble du métro de la station bibliothèque, où on a créé entre les voies ferrées
des trains de la gare d'Austerlitz, et puis la ligne 14 qui file perpendiculairement. On a créé ici un grand espace ici, un grand espace théâtral dans lequel il y a eu, puis pour des raisons de sécurité, ils ont arrêté pendant quelques années, mais il y a eu au début du cinéma, des piscines, des patinoires, des fêtes, des galas, des tout. C'est-à-dire un grand espace public avec toujours mon idée de l'archéologie en disant qu'en creusant, j'avais trouvé un amphithéâtre romain et que je l'avais intégré à l'intérieur de la station. Mais donc, c'est simplement pour dire que la question de réintroduire la nature en ville avec un objet comme le tramway, avec la piste plantée et puis les stations plantées par des arbres. Bon, c'est Michel Desvignes qui travaillait avec moi et il n'a fait qu'une chose très importante, c'est qu'il a choisi les arbres que l'on pourrait mettre sur la... Et il a choisi très bien, il a dit, bon, on va mettre partout les mêmes. Donc ça a été assez vite, là. Bon. Donc, il a fait, mais partout les mêmes, mais c'est pas n'importe quoi. Ils fleurissent au printemps. Enfin, je veux dire, sa radicalité et son efficacité professionnelle bien connue a fait mais il a eu absolument raison. Mais simplement pour vous dire que voilà, j'ai eu cette opportunité de travailler de plus en plus sur la mobilité dans beaucoup de villes, et en France et à l'étranger, et donc de m'intéresser quand même à la grande échelle, à la très grande échelle. La deuxième grande échelle, la grande échelle de la mobilité, c'est-à-dire comment la mobilité fabrique de l'identité à l'intérieur des territoires. L'autre grande question, c'est la question de la géographie. Je pense que quand on réfléchit à l'histoire des grandes métropoles, quand on réfléchit à ce qui tient les territoires, on doit entrer dans une logique de compréhension de la très grande échelle des territoires à laquelle elles se sont développées. La création, l'Île-de-France, avec la vallée de la Seine, avec l'organisation, je crois que c'est l'image, elle devrait être après. Ah non, je crois que j'ai oublié de la mettre. Bon, oui, j'ai oublié de mettre l'image que je voulais mettre, mais vous allez comprendre, vous n'avez pas besoin de la voir. C'était l'image de l'ensemble de la France avec tous les bassins hydrauliques, que ce soit la Seine, le Rhône, la Loire et la Garonne, et bien sûr la vallée du Rhin. Et que je pense que l'organisation générale des régions en France, c'est les 5 grands fleuves qui constituent l'armature de ces grandes régions. Et donc, pourquoi ? Parce que, on va pinailler avec Cherbourg et le bout de la Normandie, mais l'ensemble de la vallée de la Seine et de ses affluents fabrique un territoire où il y a une très grande homogénéité de la nature, à la fois du sous-sol, à la fois un peu des grandes plaines céréalières, des systèmes, et des systèmes d'agriculture. Et donc, aujourd'hui, les fleuves sont le marqueur des grands territoires. La deuxième chose aussi, c'est que toutes les grandes métropoles mondiales, je ne vous ai pas abreuvé de documents, même si on va un petit peu, on en a vu un petit peu tout à l'heure. Les grandes métropoles mondiales sont toutes maritimes, et la plupart d'entre elles fluvio-maritimes, c'est-à-dire situées plus à l'embouchure. Comme vous le savez, travaillant sur ces questions des grands territoires, de l'identité géographique au niveau des grandes métropoles, des grandes mégapoles, je suis tombé sur cette phrase, on y viendra tout à l'heure, de Bonaparte sur la question de fer. Donc, deux paramètres qui sont la question de la mobilité, car aujourd'hui, à l'échelle de 10 millions d'habitants, la question de la mobilité, comment on se déplace, est fondamentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la grande modification, on y reviendra d'ailleurs, la grande modification le passage de la voiture sans conducteur et de la mutualisation des systèmes de transport, que ce soit Blablacar, Félib, Autolib, etc., fait qu'on voit très bien que les systèmes de transport vont continuer à être de plus en plus les lieux appropriés, non plus par des collections d'individus, mais par des choses collectives. Et puis, bien sûr, que la géographie, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
voyez, c'est là, et c'est pas gommable du tout. Ça marque les territoires. On habite la vallée de la Seine et on habite ce grand territoire et on y trouve son bassin hydraulique, ses réseaux d'eau et tout. Et donc, partant de ces paramètres-là, j'ai pu commencer à m'intéresser sur la forme des... C'est fini, là ? 5 minutes. OK. 5 minutes. Non, mais ça va, c'est très bien. Les 5 minutes, je vais vous montrer très vite la question de Grand Paris et de Grand Moscou et d'ailleurs. Voilà, quand on regarde la tâche, c'est l'unité urbaine telle qu'elle est définie par l'INSEE. D'abord, on voit l'imbécilité chronique, absurde, d'avoir fait la métropole de Paris réduite aux 92, 93 et 94, alors qu'il fallait partir au minimum de la tâche, enfin, le conflit entre Mme Pécresse et tout. Moi, ma grande position, c'est très simple. Je vous l'ai dit, vous allez comprendre, c'est qu'il faut faire une région capitale qui va jusqu'à la mer, en associant l'Île-de-France et la région Normandie, et il faut une métropole parisienne, métropole du Grand Paris, qui, à minima, prend l'unité urbaine, et puis ça peut aller même un peu plus loin, mais déjà qu'on prenne l'unité, c'est-à-dire qu'on prenne les villes nouvelles, qu'on prenne les aéroports, qu'on prenne les grands territoires agricoles, périurbains, qui deviennent des éléments fondamentaux dans une réconciliation de la nature et de la ville, et donc voilà. Alors j'ai ce petit croquis que j'aime bien, que j'avais fait il y a très longtemps, quand je commençais à travailler sur la métropole de Paris et bien sûr sur la vallée de la Seine, mais tout, c'est de simplement dire qu'il faut simplifier les grandes aires. Or, je me suis aperçu que dans ce croquis, il y a 4 grands territoires. La plaine de France au nord, la vallée de la Seine à l'ouest, l'entre-deux fleuves entre la Marne et la Seine à l'est, et le grand territoire des plateaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'aperçoit, c'est un hasard, mais pas complètement un hasard, ça peut s'expliquer pour des raisons de ces spécificités de ces territoires, c'est que les 4 villes nouvelles, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin et l'ensemble, Évry, sont tous à l'articulation des 2 trucs. Donc ça veut dire que déjà commencer à créer une identité dans l'organisation en disant il y a des grands territoires et c'est ces grands territoires qui s'appuient sur ces grands points qui sont déjà bien organisés autour de ça. Et donc avec cette phrase de Bonaparte, Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue, j'ai travaillé sur l'idée que la métropole parisienne ne devait pas échapper à son destin maritime et de retrouver cette... Et d'autre part, la question qui nous était posée quand on a travaillé en 2008-2009 sur le Grand Paris, c'était la question de l'après-Kyoto. Or, seule la grande échelle permet d'atteindre les objectifs de l'après-Kyoto, c'est évident, à cause de l'économie circulaire, à cause le problème... Et donc, la vallée de la Seine comme entité géographique, dans sa diversité, dans les 2 grands parcs, c'est plus les 2 parcs d'Alphand, mais c'est les 2 grandes entités, qui sont les 2 grands parcs régionaux et nationaux du Puc, des parcs de Bretonne, et puis celui de la partie francilienne de la forêt. Donc l'organisation aussi multipolaire des systèmes. Là, on s'approche de Rouen, on est au débouché de l'estuaire, et vous voyez ici la multiplicité multipolaire. Saskia Sassen, quand elle faisait une conférence il y a quelques années à propos du Grand Paris, on l'avait contactée, elle disait « Mais arrêtez de vous énerver sur le Grand Paris. Vous avez dans le Grand Paris une multitude de centralités, mairie plus église, tous les 5 kilomètres. Donc il y a une multipolarité, il y a un système d'organisation historique qui s'organise. Et l'organisation des systèmes de la nature, la décomposition générale de la géographie, tout ça m'a amené à ce que l'identité géographique de la métropole, c'est la vallée de la Seine, et l'identité géographique, c'est le système général de la mobilité, depuis les piétons jusqu'au TGV. C'est-à-dire comment on peut articuler
l'espace public métropolitain, elle est d'une reconnaissance d'une identité géographique et elle est d'une réflexion sur l'intermodalité pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer et on pourra plus se déplacer en voiture individuelle. On est dans le système des espaces publics. Évidemment, ça ne veut pas dire que la voiture va disparaître, elle va continuer à exister, mais elle continuera à exister dans le cadre de l'intermodalité. Les gens ne prendront pas Donc, deux éléments sur lesquels on a travaillé, et avec Léna Soffer, qui est paysagiste, en s'appuyant sur le conseil de différentes personnes, dont Dany Caravane, trouver aussi des grands axes d'identité culturelle. Et là, voilà la prolongation qu'elle a proposée de l'axe de la Défense jusqu'au Havre, avec chaque fois que l'on croise le fleuve, un système donné à un paysagiste, un artiste, et une espèce de grand axe de lumière, de rayons laser qui fabrique comme ça une grande identité métropolitaine jusqu'à l'aéroport du Havre, au bord de la mer. Et quand on change d'échelle, voilà un des travaux après le grand travail qu'on a fait. Le travail métropolitain ici, c'est le travail sur la partie francilienne. Vous voyez, de la Défense à Mantes, si vous voulez, même jusqu'à Mantes, tout le système d'organisation du territoire et de développement de systèmes de transport perpendiculaires à la Seine, qui vont depuis les plateaux et qui ramènent les gens juste aux gares, avec donc une grande clarification avec l'autoroute, la voie ferrée, le système de rabattement et l'organisation, bien sûr, de densification considérable autour des transports. Ce système-là m'a permis, quand on a travaillé avec Jean-Michel Wittelmodt sur le Grand Moscou, et avec le bureau d'études Aegis aussi comme paysagiste, c'était de travailler sur la question de la vallée de la Moskova. Le Grand Moscou, c'est-à-dire la partie de Moscou qui est ici, là, que vous avez là, ça, c'est l'image, et voilà. Eh bien, cette partie ici fait 11 millions d'habitants. C'est pour vous dire, vous ne voyez pas du tout l'échelle. Et donc, la ville de Moscou veut s'étendre tout au long dans un grand axe. Il y a 60 kilomètres entre ce point-là et la frontière et la limite actuelle. Il y a déjà un système de transport sur lequel on a travaillé. Et qu'est-ce qu'on a travaillé ? On a travaillé, bien sûr, sur l'identité géographique à partir de retrouver la Moskova. Et la deuxième chose, ça a été de créer, pour la partie nouvelle qui s'étendait dans la forêt, avec un ADN incroyable, puisque la question de la forêt est incroyable. Voilà une photo aérienne de la banlieue de Moscou. Vous voyez qu'elle est différente. La ville de Moscou et la forêt dans la ville, il y a les cœurs d'îlots sont très 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 plantés, et et toute l'extension se fait dans la forêt avec un déboisement sauvage d'opérations catastrophique, mais c'est quand même dans la forêt. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous avez la forêt, les grands ensembles de Khrouchtcheviens, les arbres viennent lécher les façades. C'est moins triste que les grands. C'est drôle, j'ai perdu un truc. Bon. Et donc voilà, c'est fini. Moscou, la cité dans la forêt. Donc voilà comment on réconcilie la grande échelle géographique, la forêt, parce que c'est ça l'ADN de Moscou, la forêt et le transport. Bon, je passe sur les trucs. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui aussi, l'espace public le plus partagé, c'est celui des réseaux d'Internet, et on doit penser à cela aussi quand on travaille sur l'espace public. Merci. Quelques questions à la suite de l'intervention d'Antoine Grumbach. Des petits Rosette Marco. Oui, juste
juste une question, oui, très rapide. Rosa Demarco, je suis ici. Et c'est très intéressant, votre questionnement de la forme. On le suit depuis quelques années. Qu'est-ce qu'une forme? Qu'est-ce que la forme d'une métropole? Est-ce qu'on pourrait parler de figure plutôt que de forme? Je sais pas, oui. Enfin, figure, si vous voulez. Le terme figure, pour moi, c'est la figuration, c'est un axe plutôt déterminé. C'est comme quelque chose que l'on va créer. Je veux dire, la forme, c'est quelque chose qui vous saute à la figure, quoi, qu'on ne sait pas très bien comment saisir. D'autres questions? Oui, une question. Oui, bonjour. Oui, Catherine Franceschi-Zaharia. Vous avez beaucoup travaillé sur l'aval de la vallée de la Seine. Quid de l'amont de la vallée de la Seine? Parce que le bassin versant est beaucoup plus vaste que de Paris au Havre. Absolument, vous avez tout à fait raison. J'ai pas pu m'occuper de tout et j'ai laissé mes petits camarades travailler un peu sur d'autres territoires. Je vous ai montré un peu que j'avais quand même une idée, une vision que sur les 4 grands territoires. Donc, si vous voulez, l'amont, il appartient à mon avis à 2 ensembles. Enfin, c'est-à-dire que la vallée de la Seine est une limite, comme la vallée de la Marne est une autre limite. Donc, c'est un autre territoire, c'est-à-dire tout le territoire de l'Est. Et bon, oui, j'ai pas travaillé aussi intensément, mais j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur ces territoires. Et je travaille en ce moment un peu là-dessus et tout. Mais vous avez raison. Je veux dire, la vallée de la Seine, elle va beaucoup plus loin. Mais j'avais comme objectif, si vous voulez, d'abord de partir de la phrase de Bonaparte et de dire que la question. Bon, j'ai, comme vous le savez, très compliqué. Je suis confronté à des choses très compliquées aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'initiatives autour de la vallée de la Seine, entre Paris et Le Havre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles d'archi qui travaillent là-dessus. Il y a des tas d'écoles de paysage et tout. Et que la question qui me paraissait la plus importante, c'était de dire Paris-Rouen-Le Havre, c'est vraiment une seule ville et c'est aussi un seul port. Et je suis pas peu fier d'avoir proposé à l'inspecteur général des ports, quand on travaillait en 2008, de faire un seul port, parce que j'avais analysé le truc, et ça y est, aujourd'hui, il y a un seul port, Paris-Rouen-Le Havre. Hier, j'étais au Havre, et il a été annoncé par le préfet chargé du comité d'État région de la vallée de la Seine qu'il allait y avoir un renforcement de l'unité de commandement entre les 3 ports, parce qu'aujourd'hui, ils sont associés, mais ils restent un peu en compétition. Donc, en fabriquant un seul port sur Paris-Rouen-Le Havre, on a le port d'Aropa, Harbour of Paris, le port de Paris, a vraiment pris une ampleur considérable, et d'ailleurs ça se voit déjà dans les statistiques mondiales. Donc voilà, bon. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire, et puis il y a beaucoup de mes camarades. Je pensais que Bertrand, mais il m'a dit que non, allez vous présenter toutes les études qui avaient été faites sur le Grand Paris, parce qu'il a été président efficace de l'atelier du Grand Paris pendant plusieurs années, mais il m'a dit que non. Alors, j'ai pas montré les images de mes petits camarades, mais vous avez allez sur le site de l'AIGP et vous allez voir tous les projets qui ont été faits. Parmi ceux qui sont les plus prometteurs en matière de la construction d'une identité, je pense que le travail de Christian de Villers sur la multipolarité, le travail de Christian de Porzampar sur les questions des coupures et des grandes lignes agrégatives autour duquel s'organise le développement urbain, et puis peut-être voilà, enfin, et celui de Roland Castro qui depuis longtemps travaille beaucoup sur la question des forts et de l'identité des points hauts à l'intérieur de la métropole. Tout ça, c'est bon. Il n'y a pas un projet. Il peut pas y avoir un projet. Il peut y avoir plein de projets. Et l'absurdité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir recréer un espèce de plan d'urbanisme numéro sur la totalité. Il faut créer un mécanisme de gestion, de pensée qui suit les tendances et qui comme pour la météorologie ou comme pour la biologie, où on essaye d'articuler des choses, mais on sait que tout ça évolue et se remet en question, et certainement plus avec les outils d'urbanisme traditionnels.
Merci Antoine. Peut-être une dernière question, et puis il nous faut avancer puisque nous avons pris un petit peu de retard. Non ? D'accord. Dernière question. Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Et je vais faire quelque chose de très ingrat. Je vais zoomer sur une phrase. C'était votre dernière qui est une assez large ouverture sur le paysage d'Internet, finalement, que je trouve très intéressant et très visionnaire. Donc, est-ce que vous pourriez dire un petit peu plus de votre point de vue ou de votre vision sur ce paysage irréel, la confrontation avec le paysage réel de l'espace public et le paysage virtuel qu'on aurait par un réseau d'Internet, quoi? Moi, je suis un peu d'une autre génération, donc j'aime bien m'accrocher à la géographie, à des choses concrètes, etc. Mais je dois reconnaître que je suis pas du tout un geek, etc. Mais je dois reconnaître quand même que toute la question de ce que c'est Facebook, Amazon, enfin tout ce qui se découle de l'internet et voir l'importance des réseaux que ça représente, c'est quand même un espace public nouveau, un espace public c'est-à-dire un espace où tout le monde peut rentrer, dont tout le monde peut sortir, dont tout le monde peut rencontrer. Donc c'est un espace public de rencontre et qui est extrêmement structurant. Le problème, comme le dit très bien Pierre Vell, c'est avec lequel il faut absolument aujourd'hui se poser la question de la réconciliation entre la dimension immatérielle et les territoires. Il faut reterritorialiser, il faut territorialiser l'économie, il faut territorialiser le système général des réseaux. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça va devenir une nécessité. D'ailleurs, il faut savoir une chose très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai énormément de mal à trouver des gens qui peuvent nous financer des études qui travaillent sur les questions de l'espace à très grande échelle. Si je veux parler d'économie, si je veux parler de gouvernance politique, si je veux parler de démographie, on trouve des spécialistes et des gens très, très, très compétents. Mais dès qu'on parle de l'espace, rien, il n'y a pas de financement. Et qui est-ce qui finance aujourd'hui les groupes d'études ? Par exemple, c'est la banque la Deutsche Bank finance à Londres le plus grand laboratoire sur les problématiques urbaines qui le plus intéressant actuellement qui existe, qui est à la London School of Economy, et qui est absolument passionnante. Enfin, qui est-ce qui finance ? Google, Amazon, Microsoft financent des études sur les grandes aires métropolitaines, parce que ils comprennent bien qu'il y a un problème de territorialisation. Donc voilà, mais les États, aujourd'hui, on est dans une abîme d'oubli de l'aménagement du territoire. La DATAR qui existait, la grande époque de Gaulle avec l'aménagement du Languedoc-Roussillon, l'aménagement de l'Aquitaine, les villes nouvelles avec de l'ouvrier, etc., c'est fini. Il n'y a plus aucune pensée. La décentralisation à faire, les régions ont qu'à s'occuper de leurs trucs, on ne va pas faire une pensée, mais les régions, elles n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers. Il y a une perte totale de la réflexion sur l'aménagement du territoire. J'espère que le président Macron, dans son prochaine intervention, va remettre un tout petit peu d'ordre là-dedans, parce que vraiment, il y a besoin de réflexion et de gens importants, dont beaucoup de paysagistes, beaucoup d'architectes, d'urbanistes, mais pas simplement des gens qui s'occupent de faire des statistiques économiques, sociologiques, etc., des gens qui travaillent sur l'espace. Merci Antoine. Merci beaucoup.